Bon après-midi à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu profiter d'une bonne pause, café, thé. On va parler agilité et un peu retour d'expérience, partage entre ce que j'ai pu vivre dans le monde du software et du hardware et voir un petit peu ce qu'on en tire. Mais pour commencer, Agile, c'est l'Agile Tour cette année et je voulais vraiment qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour les orgas d'abord. Et pas parce qu'ils ont apporté une superbe licorne sur leur tête, mais vraiment pour leur engagement, tout ce qu'ils donnent toute l'année pour pouvoir créer ce genre d'événement, c'est vraiment important pour moi. Et un deuxième tonnerre d'applaudissements pour tous ces acteurs qui permettent de le financer finalement. Un petit slide vraiment introductif, très haut niveau. Je m'appelle Simon, je suis, j'allais dire rennais, mais rennais d'origine parisienne. C'est mieux pour clarifier les choses. Je vous parlerai un petit peu plus de moi, d'où je viens, ce que j'ai fait, parce que ça fait partie aussi de l'histoire de cette session. En un sens, on a une petite société basée entre Paris et Rennes. On accompagne les gens dans leur cheminement agile. Et je suis aussi improvisateur de théâtre. Et je fais ça. J'étais en match le week-end dernier. D'ailleurs, j'ai croisé par hasard l'arbitre de mon match tout à l'heure de manière improbable autour d'un café. Je ne savais même pas qu'il était dans l'agilité. Le monde est petit. Pour commencer, je vais prendre quelques petits raccourcis comme d'habitude, puisque sinon on ne fait jamais tenir une session, surtout pour un bavard en 45 minutes. Donc hardware, très associé au monde du matériel, les choses tangibles, les choses qu'on manipule, software, quelque chose de plus intangible, plus logiciel. Si on peut lever les mains, les gens qui évoluent plus dans les environnements hardware dans la salle. Il y en a quelques-uns, et ils sont barbus. Ensuite, au niveau software. Ok, très bien. Et les gens qui travaillent avec les deux, en fait. Ouais, ça me semble important, et normalement, on en voit de plus en plus. Si elle ne me lâche pas. Pour commencer, en fait, vous êtes tous assises et assis, et ça va être important pour moi, malgré tout, même si je parle beaucoup, de vous mettre dans une petite dynamique. Et on va faire un petit jolt. Donc jolt, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est un tout petit icebreaker qui vise à réfléchir à quelque chose. Et moi, je suis très inspiré par quelqu'un qui s'appelle Tiagi. Alors, je ne sais pas, il est venu il y a quelques années faire une keynote ici. C'est quelqu'un qui, depuis, je crois, une foultitude d'années, crée un jeu par jour ou un petit jolt par jour pour réfléchir à des sujets en particulier. Et donc, je vais vous inviter tout simplement à vous projeter, c'est-à-dire que je vais vous dire de faire des petites choses. Prenez surtout soin de vous. Ça veut dire que si, à un moment donné, vous deviez avoir des petits soucis au niveau des vertèbres ou du dos, je vous invite à être plutôt observateur de ce qui va se passer. Maintenant, ne vous inquiétez pas, hein, je vais pas, vous voyez bien, je ne vais pas faire la roue, on ne va pas faire des choses incroyables, mais je vais vous inviter tout simplement à vous lever d'abord, dans un premier temps. Et ce petit jolt s'appelle les circles, si vous cherchez. Vous allez voir, certains doivent vraiment connaître, puisque ça a été joué comme un certain nombre de fois. Mais comme on va parler d'agilité hardware, software, ça me semblait important de le jouer. Je vais vous inviter, alors c'est pas forcément évident sur un plafond comme celui-là, mais je vais vous inviter à l'imaginer qu'on a collé au plafond une horloge. Alors j'imagine que vous savez ce qu'est une horloge, ça donne le temps. Il y a une grande aiguille, une petite aiguille, il y a 12 chiffres autour. Et j'imagine aussi, par éducation, que vous savez ce que veut dire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Je préfère, je vais le faire pour vous. Mais là, on va le faire à l'horizontale, d'accord ? Donc regardez-moi bien avant de le faire, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Votre poignet, c'est votre poignet qui va faire vraiment des cercles bien à plat, d'accord ? Votre doigt reste toujours orienté vers cette belle horloge qui est au plafond. Et donc tous ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pointer notre doigt sur la grande aiguille, d'accord ? Et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi ? Je ferais bien une photo à chaque fois, mais c'est trop sombre pour moi. Et alors, mettez là vraiment votre main au-dessus de votre tête et commencez à tourner. Tout doucement, vos yeux vont rester rivés sur le centre de cette belle horloge, j'espère que vous la voyez cette fois-ci, et votre poignet, tout doucement, va descendre jusqu'à la poitrine. Alors, je rappelle, la poitrine, c'est à peu près par là, normalement. Un peu plus bas, la poitrine est un peu plus bas. Et là, vous allez regarder votre doigt quand vous êtes arrivé à la poitrine et vous allez me dire dans quel sens ça tourne. Toujours, il faut que tu le refasses, si ça tourne toujours dans le sens d'une montre.
OK, donc ça tourne dans quel sens? Anti-clockwise, comme diraient les Américains. OK. Donc normalement, si vous avez bien tourné, vous devez être dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pourquoi? Il y a des pragmatiques, scientifiques, analystes, mais pourquoi, à votre avis, il y a eu ce changement? Exactement. Eh bien, votre poignet, vous pouvez vous rasseoir, ça va être un petit peu l'agilité entre deux mondes. C'est la même chose, mais vu de manière différente, des perspectives différentes. Ce petit jolt est à utiliser comme vous le souhaitez dans une organisation, quand vous voulez montrer des perspectives différentes entre le fonctionnel, le technique, quand vous voulez, par exemple, démontrer à un management que lui, il pense business, l'équipe pense technique, et à un moment donné, c'est la même chose, mais on voit les choses différemment. Voilà, c'est cadeau. Vous en avez plein d'autres dans les livres qu'il a fournis. Vous cherchez les circles sur Internet, il y a une vidéo. Alors, il faut aimer un peu l'anglais, je suis désolé, mais il parle français-anglais. Il est assez intéressant comme personnage à suivre. Pourquoi cette session? Je vais être obligé de vous raconter une petite histoire. En fait, le hardware et le software, c'est un peu toute ma vie. Et même si je suis un piètre développeur, je suis venu dans le développement logiciel un peu tardivement. À la base, de 1999 à 2004, et oui, ça fait quelques années, j'ai été dans une école d'ingénieurs qui est en Picardie, à Amiens, et qui s'appelle l'Essier, et qui est une école d'électronique et d'électrotechnique, dans laquelle on étudie beaucoup de choses. On étudie la robotique, l'automatisation, la production. J'ai été là pour apprendre les systèmes de production, du design jusqu'à l'industrialisation. Et les principales choses que j'ai apprises étaient autour et très orientées vers le lean. J'ai jamais entendu parler d'agilité à ce moment-là. Bon, on va se dire qu'en 2004, ce n'était pas non plus 45 000 acteurs qui parlaient d'agilité en France. Pour moi, je suis sorti avec des outils autour du Kaizen. Aujourd'hui, dans la salle, qui s'intéresse ou a déjà travaillé dans des dynamiques lean? Il y en a quelques-uns. Et je vous inviterai, vous verrez en fin de cette session, à venir creuser, puisque pour moi, c'est plus une notion de cousinage. Il y a énormément de choses en commun. Si vous regardez Scrum, et je connais quelqu'un dans la salle qui le répétera demain, Scrum assume ses origines autour du Lean. Très bien, donc j'y passe 4 ans. Je vous avouerai que j'étudie un peu, je fais beaucoup la fête. J'apprends à lever des coudes, enfin tout ce que peut faire un étudiant qui n'a pas conscience du monde professionnel. Et en fait, je voulais aussi vous dire, en 2004, quand je sors, il y a un certain nombre de produits qui sortent sur le marché. Il y avait Facebook. Facebook, ça fait un peu vieux maintenant, mais en 2004, c'était hyper innovant. On commençait à avoir des choses. Il y avait la Nintendo DS. Qui a eu une Nintendo DS dans la salle? Eh ouais, c'était quand même une sacrée révolution. Il y avait des choses, même le Motorola Razr. Alors pour les plus jeunes, ça ne parle pas, mais quand on commençait, moi, mon premier smartphone, smartphone, téléphone portable, il était comme ça. Et on passait notre temps qu'à appeler. Et puis il y a Gmail. Gmail, c'était à peu près ça. Donc vous voyez, des choses très orientées logicielles, mais on n'est pas encore dans une expérience utilisateur incroyable. On commence à toucher des enjeux software et hardware, c'est bien séparé. Moi, je rentre et je commence à être ingénieur en production dans une entreprise qui s'appelait Mency, toute petite boîte rachetée par un très grand groupe américain. On fait des scanners 3D. C'est des scanners pour des géomètres. On scanne des centrales nucléaires. Et puis, en fait, ce que je ne savais pas, mais ils mettent plein de tuyauteries, mais ils ne font pas de cartographie des tuyauteries. Donc nous, on arrivait avec nos scanners, on scannait, et puis on était capable de dire, voilà, il y a des nouveaux tuyaux, ces tuyaux-là ont été ajoutés, ce genre de choses. Vous l'avez aussi, c'est utilisé aussi pour des bâtiments, pour voir, par exemple, comment la tour de Pise bouge, parce qu'elle continue en fait à bouger, ou comment, par exemple, un séisme peut impacter durablement un bâtiment. Voilà, c'était le scanner 3D, énormément d'optique, d'électronique, de choses comme ça. Et moi, mon job à l'époque, c'est de transformer quelque chose qui est finalement très agile, c'est-à-dire des gens experts dans leur domaine, des opticiens, des électroniciens, qui savent s'adapter et travailler ensemble, petite équipe ensemble, et d'en faire une ligne de prod en Suède. Alors ça, c'était très agréable à l'époque, parce que je voyageais 1 à 2 semaines par mois en Suède, et l'objectif, c'était de industrialiser, faire en sorte que tout
ces produits-là puissent être automatisés, industrialisés, augmenter la cadence de production, réduire les lead time, ce genre de choses. Les choses que j'apprends à l'époque, c'est que dans le monde du hardware, dès qu'un composant évolue, eh ben, on perd 4 à 6 mois de projet. On avait une carte qu'on intégrait, le fournisseur a changé sa technologie sans nous le dire, boum, ça ne marchait plus, on perd 4 mois. Un problème de normalisation, je suis en charge de faire passer les tests de choc. Ces petites machines-là, ça coûte 100 000 $. Et ils prennent et puis ils le mettent en vibration complètement, ça saute dans tous les sens, on perd 4 mois de projet. La normalisation autour des ISO, si vous connaissez 14 000, genre de choses, ils injectent de la poussière dans tous les sens dans le produit, ça rentre dans toutes les optiques, on perd 3 mois de projet. Tout ça a été des expériences assez importantes en me disant, mais pourquoi on n'a pas testé plus tôt en fait? En 2009, quand je quitte cette société, on est sur des produits qui ont évolué. Alors, je ne sais pas si vous avez pu regarder l'iPhone 3GS, mais ça a été une expérience insolite. C'était différent, c'était beaucoup plus orienté utilisateur. La Tesla S, qui a été annoncée à cette période-là, pour la petite histoire, alors je ne suis pas un énorme fan qui est derrière la Tesla, mais quand on regarde l'agilité dans le hardware, ils font quand même office de référence. Une des choses qui m'a bluffé dans les retours d'expérience, c'est qu'ils ont réussi à la vendre, alors que quand ils construisaient la voiture, il y a tout un module où l'innovation du fournisseur n'allait pas assez rapidement. Donc ils ont décidé de chanter le fournisseur, de faire quelque chose temporaire pour la vendre et créer l'expérience utilisateur et puis ensuite de remplacer les pièces. Quelque chose que je ne savais pas. On a aussi Samsung qui lance ses premières gammes de produits qui ont révolutionné après les technologies aussi mobiles de ce côté-là. Windows 7, on commence à s'adapter en fonction de l'utilisateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez la version de Windows d'avant, mais c'était vraiment pas stable. Donc on met l'utilisateur au cœur de tout. On est en 2009. Moi, en 2009, je décide à force d'avoir vraiment passé du temps à développer des petites choses, de basculer directement dans le monde du logiciel. C'est à peu près dans ces années-là où je découvre l'agilité. On m'avait parlé que de Lean jusque-là. Un jour, je suis avec un ingénieur méthode et je lui dis « Ouais, moi, on va appliquer du Lean, etc. » Et il me dit « Non, mais tu sais pas, la nouveauté, c'est plus le Lean, hein, c'est l'agile. » Je découvre les endroits où se concentrent. À l'époque, c'était artisanal, hein, l'agilité. On se retrouve pour boire des bières, on découvre le Scrum Day. Je bois des coups. Si c'est filmé, Alex Boutin, je bois des coups avec lui, limite sur ses genoux. En tout cas, je suis très, très investi. Et en même temps, je développe mes compétences d'ingénieur informaticien. Pour ceux qui connaissent et qui ont envie de se casser les oreilles, je l'ai réécouté pour l'occasion. Ça a vraiment vieilli. Les gens se moquent pas mal des informaticiens à cette époque-là. Ce n'est pas encore le job des rêves de tout le monde. Pour autant, il y a beaucoup de choses qui changent et très vite. Est-ce que vous connaissez cette personne? Le jeu derrière, j'imagine, qui est-ce? C'est un monsieur qui s'appelle Marc Andreessen. Il a donné, c'est un des créateurs de Netscape, c'est quelqu'un qui est très influent dans la Silicon Valley, c'est celui qui a financé Twitter, Facebook, enfin c'est quelqu'un d'assez puissant. Je ne sais pas si c'est une personne bien, mais en tout cas, en 2012, il sort cette phrase assez forte qui dit « Software is eating the world ». Ça veut dire qu'il va y avoir du software partout. Et si vous regardez la montée en puissance de l'agilité, c'est fait avec cela. C'est-à-dire qu'on a eu de plus en plus de logiciels partout, et de fait, on est là. Quand en 2015, je commence à être en Bretagne, cette fois-ci, on est sur la montée de l'IoT, on est sur des voitures complètement électriques, complètement avec beaucoup plus d'embarqués, d'intelligence liée au software, et donc hardware, software commencent à rentrer ensemble. L'introduction sur le marché d'un certain nombre de choses pour voir en 3 dimensions, on commence à revisiter nos moyens de transport. Vous voyez bien maintenant à l'arrivée des véhicules électriques partout, enfin la technologie, et n'est plus hardware d'un côté et software de l'autre, les deux sont ensemble. En 2017, je pars vivre en Asie, à Singapour, pour une durée de 4 ans, que j'ai adoré, qui m'a changé complètement les perspectives. Et quand j'arrive là-bas, on m'envoie à Shanghai. Et on me dit, Schneider a décidé de lancer une transformation agile sur tout son hardware. Tu as un passif hardware. Bon, j'avais fait beaucoup de choses dans le software depuis. J'avais
encore quelques idées. Et on me demande d'accompagner les équipes qui font ce genre de choses. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un commutateur, mais en gros, si vous voulez, il y a de la très haute tension qui arrive. Je vous conseille d'éviter de toucher, d'ailleurs. Ça passe en genre de gros outils avec des gros cuivres, etc. Et puis derrière, ça permet d'avoir de l'électricité consommée. Je la fais très rapidement, mais ce genre de choses. J'arrive là-bas, les équipes me disent « mais qu'est-ce que tu fais là ?» En fait, nous, on a l'habitude, en mode très waterfall, hein, de travailler. Et on a réussi, malgré tout, à injecter de l'agilité. Et je vais vous partager, dans la suite de cette conférence aussi, des éléments que j'ai pris dans ce qu'ils font, dans leur manière d'implémenter l'agilité, qui pourraient, je pense, inspirer un certain nombre de gens autour du software. Contexte et évolution de l'agilité, juste pour me faire plaisir, parce que j'ai été organisateur d'Agile Tour, vous voyez, on avait des t-shirts très saillants en 2016. Moi, j'ai investi beaucoup les communautés depuis le début, que ce soit Lean Kanban, qui n'existe plus, qui est le Flowcon, je crois maintenant, le Scrum Day, qui n'existe plus, et qui visiblement n'existera pas tout de suite, et Agile Games France, que je ne peux que vous encourager à essayer de prendre une place, parce que c'est compliqué, mais qui permet de manière très communautaire de faire des partages de connaissances et justement de s'enrichir mutuellement. Voilà. La mascotte que vous voyez au milieu, elle a bien évolué. Maintenant, c'est celle que vous avez sur les t-shirts roses, qu'on a mis sur beaucoup d'ordinateurs. Mais en 2012, elle ressemblait à ça. Donc voilà, c'est juste un peu de nostalgie à chaque fois qu'on revient chaque année. Mais donc depuis 2008, j'ai investi autour de ça, on parlait de management 3.0 ce matin à la keynote, notion de feedback, d'inclusivité sur les sujets un peu plus récents et si importants. En tout cas, beaucoup de choses et qui évoluent chaque année. Mais je veux qu'on revienne à l'origine. À l'origine, le manifeste, il s'appelait le Manifesto for Agile Software Development. On est en 2001, je refais l'histoire pour ceux qui ne la connaîtraient pas quand même. 17 ingénieurs mâles blancs, d'ailleurs pour revenir un peu sur pas beaucoup de diversité, se retrouvent dans l'Utah, se voient pendant 3 jours. Alors ils boivent, si vous avez accès aux photos, ils boivent pas mal de coups, et ils font du ski, et ils sortent les 4 valeurs du manifeste, et a priori ils n'étaient pas alignés sur les 12 principes pour information, mais voilà. Quelques mois plus tard, j'espère que ça vous parle, si ça ne vous parle pas, on pourra prendre des cafés plus tard, mais je pense que la majorité doivent connaître ce manifeste. Le mot software, il est partout. Il est partout et très rapidement, un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Alistair Cockburn, ce matin aussi on l'évoquait, et Jim Highsmith, qui est un deuxième signataire du manifeste, se disent, et il s'est documenté en vidéo, très rapidement, ils se disent on se limite beaucoup. Donc je les ai extraits un peu des signataires puisqu'il n'y a pas eu de validation. On parlait de Dave Thomas ce matin, que je connais, que j'ai rencontré en Australie, et qui est le représentant du monde des développeurs, n'a jamais accepté ce pivot, par exemple. Mais très rapidement, Alistair et Jim proposent de remplacer le mot software par value et de remplacer le mot change par feedback. Et donc ça nous donne un manifeste qu'on a très rapidement finalement appelé l'Agile Manifesto. Je ne sais pas combien d'entre vous s'amusent à dire manifeste pour le développement agile des logiciels. Beaucoup, on utilise le mot manifeste agile. Et donc, vous voyez bien qu'à partir de là, on élargit les chakras, on est capable d'aller travailler dans des environnements bien plus divers que le monde du software. Ce que j'aime mettre en avant, et donc vous voyez à l'image normalement de droite, c'est la partie software, en bas et gauche, c'est la partie hardware. Au début, l'agilité, c'est vraiment encarté dans le monde du software. De plus en plus, on entend parler des premières expérimentations, et notamment avec l'arrivée du prototypage rapide, on va avoir de l'agilité, notamment dans le monde du hardware. Et puis à partir de 2015, il y a beaucoup plus d'expérimentations côté hardware, côté software. Ce qui est très marrant, c'est que ces expérimentations ne se parlent pas toujours. On parlait de mots ce matin, les mots ne se passent pas toujours. L'agilité est un enjeu de complexité spécifique au monde du hardware, vu qu'il y a un petit peu moins de monde. Après, les gens qui sont dans le hardware pourront me challenger, mais les cycles de développement et de production sont beaucoup plus longs, potentiellement, que les cycles de projet côté software. Il y a du prototypage et de plus en plus. Cependant, ça reste coûteux et complexe de faire du prototypage dans le monde hardware. Coûteux, pas toujours en argent, mais en tout cas en temps.
L'exemple qu'on donne souvent, et c'est ce que j'ai eu en particulier chez mon client, chez Schneider, c'était la création d'un moule, typiquement. Vous pouvez prototyper ce genre de choses, mais dès qu'il va falloir passer à des prototypes un peu plus impactants, notamment pour passer les normes, c'est très vite 3 mois. Alors tout de suite, la remarque qu'on va avoir est: désolé, mais mon moule, il passe pas dans un sprint. Donc, on doit assurer la compatibilité des matériaux, des choses que je pense les développeurs dans la salle ont d'une autre manière, mais en tout cas dans le monde de l'électronique et de l'embarqué, la notion de compatibilité des matériaux et le respect des normes est quelque chose qui peut prendre très très vite la main sur tout, et qui, dans les projets récents que j'ai accompagnés, ont des fois biaise la capacité d'un product owner à pouvoir penser produit, puisqu'en fait il est complètement enclavé par un certain nombre de normes à respecter. On l'a bien vu pendant la phase de pandémie, les enjeux logistiques dans le monde du hardware sont bien plus fortes que le monde du software. Quand les développeurs, on va dire, software sont passés en remote assez rapidement, et on remercie encore tous les ops qui ont permis de mettre à disposition des outils qui nous ont permis de continuer à travailler. Quand la Chine a arrêté de livrer au niveau hardware, c'était une catastrophe. Vous l'avez vu, on a été dans des problématiques vraiment de supply chain très très fortes, et ça a failli être la crise au niveau de la logistique et du hardware. Tester dans le monde du hardware, c'est plus complexe. Ça nécessite des compétences spécifiques. Alors, je sais bien qu'il y a encore quelques développeurs récalcitrants qui disent que c'est pas à eux de tester. Pour avoir été dans des IUT en informatique, des écoles aujourd'hui, on sait très bien que dans les compétences d'un développeur, savoir tester, ça fait partie du job. Alors bien entendu, il y a plusieurs niveaux de test, et encore une fois, je valorise énormément le métier de testeur, de QA, ce genre de choses, mais la réalité, elles sont généralement très intégrées dans les équipes software aujourd'hui. Dans le monde du hardware, c'est souvent très organisé par fonction, et vous verrez tout à l'heure, justement, c'est une des choses assez complexes dans le monde du hardware, c'est que la qualité, et donc toutes ces choses-là, c'est généralement des directions dédiées. Donc organisation par fonction aussi. Juste vous partager que finalement, dans le monde du hardware, moi quand j'accompagne des projets, souvent j'ai les designers d'un côté, les indus de l'autre, ils ont tous une très très forte contrainte liée à leur propre direction, et les équipes, on va dire, fluides n'existent pas trop. C'est-à-dire que les injonctions venant de leur propre direction sont beaucoup plus fortes que l'injonction de l'équipe, on va dire produit au projet. En tout cas chez les grands clients que j'ai pu accompagner. Enfin, dans le monde du hardware et de l'industrie, on a une culture historique du waterfall très très forte, c'est-à-dire que les pilotages restent extrêmement waterfall. Donc pour eux, passer en mode agile, si ça permet de mieux collaborer, why not? Mais changer l'organisation totale, pourquoi pas? Pour autant, ils ont besoin d'agilité, et de plus en plus. Et donc on voit des dynamiques au niveau décisionnaire de plus en plus fortes. Les technologies continuent à s'accélérer. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais juste y glisser intelligence artificielle. Je referme la parenthèse pour que vous compreniez l'impact que ça va avoir sur l'ensemble de l'industrie, qu'elle soit software, hardware, en tout cas produit. Les exigences du marché changent très très vite, les normes évoluent très très vite. Il va falloir s'adapter. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de possible. Un des gros enjeux dans le hardware, c'est le time to market. Si je ne sors pas mon produit au bon moment, vu le nombre d'acteurs qu'il y a sur le marché, les parts de marché seront prises très très vite. Je vous invite à regarder un petit peu l'arrivée sur le marché. Là, on dit en général, il y a 90% des produits chaque année qui vont à la benne. Donc tout ça, c'est des manques soit de compréhension du besoin. Je ne vais pas ouvrir toute la partie liée au design thinking, lean startup, la connaissance des clients, etc. Mais il y a aussi beaucoup de produits qui arrivent trop tard. Trop tard par rapport à une norme, trop tard par rapport à un besoin. Voilà. Je n'élaborerai pas trop tout de suite là-dessus. Ensuite, il y a une volonté des organisations, on le voit bien tous les jours. J'ai encore une très très mauvaise nouvelle ce matin d'un client. La notion de coût est très très forte dans le hardware, notamment. Et donc, ils doivent pouvoir optimiser leurs coûts. C'est simple, vous, en tant que développeur logiciel, vous avez une machine, vous avez certes des serveurs, beaucoup de choses derrière, mais la réalité, c'est quand vous avez un hangar avec plein de produits, etc., tout ça, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Comment on optimise tout ça? C'est vraiment des questions importantes. Les ressources, encore une fois, ne sont pas les humains.
J'en parlerai rapidement tout à l'heure, mais moi qui suis un gros fan du Lean, une des choses qui a fait que le Lean a été un petit peu abaissé en impact en France, ça a été le fait qu'on a positionné le Lean comme une capacité de cost killer. Et on a béné plein de gens à la brouette sous prétexte de l'implémentation d'une démarche Lean. Ce qui est aberrant, puisque si vous revenez au TPS, et je laisserai certains qui en parlent bien mieux que moi le faire demain, je vous le dirai tout à l'heure, c'est important de se dire que l'humain est au cœur des enjeux TPS puis du Lean. Les organisations doivent être capables d'innover, elles doivent être capables d'expérimenter plus vite avec leurs clients. Aujourd'hui, leur cycle de vie très waterfall est compliqué. Pour pouvoir le faire, ils engagent et ils n'arrivent pas à se dépêtrer de ça, ce qui fait que un des retours d'expérience que j'ai eu aussi sur un gros programme où j'ai essayé de sensibiliser autour de l'agilité. Un des éléments qui m'a été donné, c'était de me dire mais pourquoi l'agilité? Je lui dis, en fait, on va tester régulièrement et à un moment donné, si on est à côté de la plaque, et qu'est-ce qui se passe si on est à côté de la plaque? Eh ben, on arrêtera. Comment ça, on arrêtera? En fait, il y a une culture d'aller jusqu'au bout et puis après de béner qui est un peu trop forte. Les enjeux de durabilité, gestion, la sustainability, ces sujets-là sont maintenant au cœur de tous les développements hardware. Pour la petite histoire, là, il y a 2 ans, il y a eu une injonction de la direction de Schneider que l'ensemble des packaging d'ici 1 an se devait d'être éco-responsable. Je ne vous laisse même pas imaginer les problématiques que ça lève. Malheureusement et heureusement, parce que le choix est bon, malheureusement, tous les product owners étaient complètement omnubilés par le sujet et n'avaient aucune capacité de continuer à travailler sur leurs enjeux de produits. Donc voilà, il faut pouvoir amener de l'agilité. Si on est fixé sur un plan, encore une fois, ça va être difficile d'intégrer tous ces changements qui malheureusement se doivent d'accélérer. Renforcer la gestion de risque, hein. Le monde du hardware a sa propre gestion de risque. Le monde industriel met un gros effort là-dessus. Quand on accepte de se dire que même si je fais un produit hardware, j'évolue maintenant dans un système complexe. Hein. Donc complexe au sens Kinefin, Dev Snowden. Hein, si ça ne parle pas, n'hésitez pas à les creuser. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Essayez de garder en tête que l'agilité a pour objectif de répondre à un environnement complexe, très rapidement clear, je vais vous le laisser, je sais le faire. Complicated, en gros, j'y réponds en me formant. Complexe, c'est le plat de spaghetti, c'est-à-dire le niveau de dépendance est important. Je ne sais pas ce qui va être demain, donc comment j'évolue. Bon, chaotique, c'est un acte de leadership qu'il faut, c'est l'action qui vient répondre. Mais l'agilité vient se positionner au niveau du complexe. La gestion des risques, oh là, les X. La gestion des risques se doit d'être améliorée et surtout beaucoup plus agile. Et quand même, malgré tout, on l'a vu, certains travaillent de plus en plus en interaction software, hardware. Je vous ai montré l'évolution du software. Le software est allé de plus en plus dans les organisations. L'agilité est arrivée avec ses rythmes, ce genre de choses, et donc il y avait une dissonance très forte entre le hardware qui restait sur des plans de 3 à 5 ans et la capacité du software finalement de livrer beaucoup plus régulièrement. Les organisations ont besoin de resynchroniser, et là je ne vous parle pas de méthodologie qui est à l'échelle ou whatever, c'est juste on va essayer de synchroniser, faire en sorte de penser produit, d'où la naissance et l'impulsion que vous pourriez creuser dans le marché autour de la business agility, où là on ne pense plus un pan ou un autre pan de l'organisation agile, on pense à l'organisation et à la valeur, et donc on embarque que ce soit du software ou du hardware. Les pratiques agiles dans le software et l'hardware. Alors, la review et la démo, pour moi, ça a été une révélation de voir des reviews et des démos dans le hardware. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en tout cas, quand je vois les reviews et les démos dans le monde du software, ça fait généralement un peu peur. Déjà, les 3/4 du temps, on ne sait pas très bien pourquoi on l'a fait. Ensuite, on ne sait pas très bien ce qu'on doit présenter. La conscience de la conversation et de l'apprentissage n'est pas toujours là. La réalité, c'est que le tangible est toujours plus facile à démontrer. Donc, quand vous manipulez, alors il y a quelques années, on présentait au moment, si vous avez déjà manipulé les Lego Serious Play, ce genre de choses, on montrait ce fameux bonhomme qui avait un développement en fonction de sa sensibilité. Il avait des grosses mains, des grosses lèvres, etc. Mais en gros, c'est vraiment ce rapport aux choses et le fait de pouvoir après créer ces conversations autour de ça.
Je pense, encore une fois, que le monde du software doit repositionner l'apprentissage et pour cela, doit prendre ses deux petites jambes et aller voir un peu comment ça se passe, les démos produits au niveau du hardware, et vous verrez qu'il y a beaucoup à apprendre. Le stand-up, pour moi, le stand-up est assez intéressant. Alors là, vous voyez, on n'est pas sur les dynamiques 7 plus ou moins 2 de la belle époque dans Scrum, mais la réalité, c'est que le stand-up est vraiment... Et vous voyez bien que je n'ai pas mis daily. Parce que pour moi, en fait, c'est qu'est-ce que vous avez besoin. Et l'intérêt, c'est que ce stand-up est relativement bien fait, que ce soit dans le monde du hardware et du software. C'est une pratique qui est vraiment acceptée des deux côtés et qui marche plutôt bien. Vous verrez après, avec cette notion de management visuel, ça marche très très bien. Remettez l'emphase sur vos stand-up, mais repositionnez-vous vraiment la question, qu'est-ce qu'on fait ensemble et pourquoi ? Moi, les 3 questions du stand-up, enfin, je ne vais pas être vulgaire, mais je trouve ça inintéressant et très orienté synchronisation. On se retrouve pour un stand-up. L'objectif, c'est de livrer quelque chose dans 2 à 3 semaines, dans 2 mois, je m'en moque, mais on va se dire collectivement où est-ce qu'on en est et comment on peut s'aider. Voilà. La rétrospective aussi est quelque chose qui est relativement bien intégré. Pourquoi ? Parce que quand on est dans le monde du hardware, vous avez le Lean pas loin, cette culture du Kaizen, du Jidoka, ce genre de choses. On a toujours intégré la culture de l'amélioration continue. Encore une fois, on en parlait ce matin au niveau de la keynote, on ne tergiverse pas avec la rétrospective. Si on n'a rien, on considère qu'on est les meilleurs, alors à ce moment-là, la rétrospective peut se traduire par un bon déjeuner. Moi, je dis à des équipes, si à un moment donné, vous êtes un peu en perte de vitesse sur une rétrospective, allez déjeuner ensemble et vous verrez que vous trouverez des choses à faire. Vous pouvez creuser beaucoup de choses dans une rétrospective. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est en tout cas de la documenter et de faire en sorte qu'elle apporte de la valeur. Les dynamiques autour management, pas management, on en parlait un peu plus tôt, c'est vraiment lié à la psychological safety que vous avez dans votre organisation, donc la culture. Moi, j'ai arrêté de dire plus de manager. Par contre, si je vois un manager qui a un comportement délétère dans une rétrospective, bien entendu, je vais le voir et ça me donne un vrai axe de coaching pour cette personne-là. Mais la rétrospective reste, à mon sens, quelque chose où le monde du software peut aussi apprendre beaucoup du monde industriel. Je ne sais pas, et je sais que certains en ont conscience, mais typiquement, sur les chaînes de production Toyota à l'époque, si un problème venait à apparaître, il y avait la possibilité de tous lever les crayons et ensemble d'aller analyser le problème pour essayer d'améliorer ce système de production. Pour moi, les rétrospectives ne marchent pas dans les environnements software, notamment parce qu'il n'y a pas ce co-ownership au niveau du produit. On travaille ensemble, pourquoi ? L'impact du management visuel, malheureusement, on a perdu quand même beaucoup l'interaction face à face. On est passé sur des boards, voilà, le board Jira, Jirapa. Donc, ce n'est pas un management visuel. Si vous souhaitez vraiment voir des managements visuels, il m'est arrivé... J'étais en Espagne, j'accompagnais une équipe, j'en parlerai juste après. Et en fait, cette équipe me disait, mais comment on fait un management visuel ? Cette équipe développait un nouveau produit. Juste en dessous d'eux, il y avait des lignes de prod. Je leur dis, si ça vous dit, et si on a l'autorisation, on va prendre nos baskets, on va descendre en bas, on va aller voir une ligne de prod. Si vous avez l'opportunité d'aller voir une ligne de prod, deuxième, si vous avez l'opportunité, je ne vous le souhaite pas trop, mais d'aller à l'hôpital, les managements visuels sont incroyables. C'est des inspirations incroyables parce que ça sert, en fait. Je me rappelle un voyage en Chine où un chef vient me dire « on fait du visuel ». Il m'amène dans une petite salle, il y avait des post-it. Alors c'était bien avec le post-it avant, parce que la colle, ça sèche, donc ça tombe par terre. Et donc au bout d'un moment, tu sais, mais tu t'en sers pas en fait, ton management visuel. Donc le management visuel, si vous ne savez pas comment l'aborder, Alexandre Boutin a créé un jeu qui s'appelle Au tableau. Vous le faites en équipe. Génial, vous allez pouvoir vous dire qu'on peut visuellement représenter les choses comme on le souhaite. Ce n'est pas toujours à faire en cours fait. Il y a vraiment plein de manières de visualiser. Si je ne me trompe pas, une OBEA, c'est aussi ça, c'est mettre en place un management visuel qui permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. La qualité, alors j'ai mis un tapis, parce que, en fait, dans le monde du hardware, la qualité, on ne peut pas la négocier. Donc, elle est souvent à la direction, au board. Dans le logiciel, et j'en ai fait partie, on peut très bien, la qualité, la mettre sous le tapis.
C'est-à-dire que dans le monde du logiciel, même si maintenant, il y en a dans la salle qui sont des experts du test, ce genre de choses, mais la réalité, c'est que la qualité, ce n'est pas un sujet qui est hyper prégnant dans les outils. Pour autant, et l'histoire que je raconte souvent, quand vous avez une application sur votre smartphone qui plante et qui replante, la première chose que vous faites en tant qu'utilisateur, c'est vous l'effacer. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas sadomaso. Donc, dans l'esprit, la qualité, pour moi, il y a beaucoup de choses à prendre du côté du hardware pour les équipes de software. Par contre, les équipes hardware devraient aussi apprendre qu'intégrer les membres de la qualité dans les équipes, c'est pas mal. Parce que souvent, c'est des gens un petit peu à part qui viennent faire le contrôle qualité après, ce qui généralement empêche de faire des collaborations. C'est généralement tendu la relation avec les équipes qualité, pas toujours. Mais en général, c'est quand même un langage, ça passe pas, ça me rappelle le sketch des inconnus, ça passe pas, voilà. Et j'ai eu des discussions très lourdes en disant comment on fait de la pédagogie en amont pour intégrer des tests dans le hardware un peu plus tôt. Vision et roadmap, ça manque des deux côtés. Comme ça, c'est clair, software, hardware, je trouve qu'il y a eu un sous-investissement, en tout cas de la partie vision qui crée du sens. Ce que j'aime bien faire, moi, et imposer un peu aux équipes que j'accompagne, c'est je m'assieds bêtement à côté de n'importe quel membre d'une équipe, que ce soit software, hardware, et je lui dis « pitch-moi ton produit ». N'importe qui, hein, je ne vais pas voir le project manager. En général, ça sort des avirons de 3-4 mètres. Donc ça veut dire qu'il y a un manque cruel autour de la vision et la partie roadmap est généralement faite par des gens complètement en dehors de la sphère de l'équipe, ce qui fait que, au final, on nous impose un plan. Où est l'agile? Mais ça, c'est des deux côtés, software, hardware. La valeur, ce fameux sujet que l'agilité est censée amener. Cette notion de valeur est une notion qui, je trouve, dans le monde du hardware, avec les organisations un peu waterfall, et les équipes marketing ont travaillé beaucoup là-dessus. Malheureusement, ils ont travaillé 2-3 ans en avance, donc il y a un petit shift entre la réalité de ce qu'ils ont designé et ce qui se passe. Et donc, par contre, moi, dans les équipes que j'ai accompagnées, j'ai vu beaucoup d'interactions avec des utilisateurs finaux, interactions avec des fournisseurs. Dans le monde du software, c'est pareil. Qu'est-ce que la valeur pour nous? Est-ce qu'on parle de valeur d'usage? Est-ce qu'on va parler de valeur pécuniaire? Aujourd'hui, posez-vous la question, dans mon produit, ça veut dire quoi valeur? Si vous avez envie de lire un article très intéressant de 2012, ça s'appelle la Pyramid of Value sur Harvard Business Review, qui, je pense, vous permettra de comprendre que la valeur aujourd'hui veut dire plein de choses différentes et se doit d'être alignée avec les objectifs de l'organisation. On vient à Scrum rapidement. Moi, j'ai vu des équipes Scrum dans le logiciel et des équipes Scrum dans le monde du hardware. En toute honnêteté, il y a des très bonnes et des très mauvaises. Ils l'ont retiré du Scrum Guide, Easy to Understand, Hard to Master. La réalité, c'est que pour moi, quand ça ne marche pas, que ce soit software, hardware, ça vient généralement de l'art de savoir découper. Je m'explique, on n'est pas dans une boucherie. L'idée, c'est les monolithes, en effet, ont du mal à être livrés dans un sprint. De fait, on passe son temps à essayer de faire des choses et on n'y arrive jamais, ce qui fait que c'est très, très difficile à piloter. Dans le monde du hardware, il y a une chose aussi qu'on trouve aussi de plus en plus, notamment quand les ops intègrent les équipes produits, c'est les problèmes de remontée client, de qualité, genre de choses qui peuvent venir complètement disrupter, quel mot, un Scrum. Mais la réalité, c'est que pour moi, là juste derrière, je vais parler de flux et de Kanban. Là, on voit des dynamiques au niveau hardware où les gens disent « ouais, nous on a essayé le Scrum, mais ça ne marche pas, donc on va passer en Kanban ». J'adore le Kanban, c'est vraiment aujourd'hui ce que je préconise dans les 3/4 de mes accompagnements. Cependant, le Kanban ne marche pas si on n'est pas rigoureux, si on n'est pas capable de s'auto-organiser, c'est vraiment de la rigueur, c'est vraiment un état d'esprit, c'est très mathématique, donc il faut être prêt à ça. C'est pas juste les post-it sur le mur. Donc de la même manière, si vous êtes en Scrum et que vous vous dites ouais, on en a marre des délits, donc on va faire du Kanban, c'est pas la bonne option. Donc la réalité, c'est que les deux marchent et il faut le faire de manière incrémentale aussi dans l'implémentation et toujours se poser la question comment on peut faire mieux. Je ne sais pas si vous connaissez Joe Justice. Joe Justice, c'est un agiliste. Il a fait pas mal. Il parle très bien. Je crois
maintenant il habite au Japon, il a créé une voiture en agile. Je reprends vraiment le nom, c'est la team Wikispeed, où il a développé une voiture qui a été d'ailleurs été homologuée aux US, au Canada, etc., mais en mode totalement agile. Et ce qui préconise, le seul moyen pour lui de faire du Agile for Hardware, c'est de modulariser. C'est quelqu'un qui a bossé derrière chez Tesla, chez SpaceX, qui bosse chez Toyota maintenant, et qui va expliquer que pour devenir agile dans le monde du hardware, il faut tout modulariser, avoir le concept d'API sur chacun des modules. Il applique exactement des recettes du monde du développement logiciel dans le monde du hardware. Le problème, c'est que quelqu'un qui est, par exemple, traditionnel dans l'automobile, c'est très difficile. Parce qu'il y a un legacy, parce qu'il y a des fournisseurs, parce qu'il y a des dépendants dans tous les sens. Quand il a créé sa voiture, là, Wikispeed, il est parti de rien. Qu'on le veuille ou non, Tesla, c'était la même chose, même si c'est une marque assez ancienne et qu'il a généreusement viré le créateur de manière très constructive. Voilà, c'est vraiment... Et SpaceX, c'est pareil. Il a pris les personnes les plus compétentes, mais il est parti de la feuille blanche. La réalité, c'est comment rendre mon produit hardware plus modulaire, mais c'est la même chose. Hein. Les microservices, ce genre de choses dans le monde du software, c'est des choses à se poser la question. L'intégration continue, c'est quelque chose typiquement qui est fait chez Tesla. Parce qu'ils ont vraiment connecté hardware-software et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ça touche un de mes collègues très proches, il y a la conduite autonome sur les Tesla. La réalité, c'est que maintenant, ils vont vérifier si vous êtes bien focus au niveau des yeux, et si vous ne l'êtes pas au niveau de la route, ils vont, de manière digitale, débrayer la fonctionnalité de pilotage automatique. Donc tout est hardware, il y a des fonctionnalités chauffage, etc., qui ne sont activables qu'à distance. Donc tout est pensé de telle manière à ce que tout soit intégré. Il faut se poser la question dans des développements hardware et software de l'intégration continue. Comment on fait pour le mettre en place? Aujourd'hui, typiquement, je ne suis pas complètement convaincu de l'intégration continue que je vois dans les équipes software. Je suis désolé. Je vois toujours de la belle agilité encapsulée par des belles releases bien larges. Et c'est la même chose dans le monde du software. La documentation dans le monde du hardware est automatique, elle est normée. La documentation est beaucoup plus dense, voire trop dense dans le monde du hardware. Dans le monde du software, alors j'ai eu la chance d'aller à Agile Tournante la semaine dernière, de voir une belle conférence sur l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle va aider à documenter un peu mieux les choses, en tout cas de manière plus standard? Why not? Ça m'a donné une lueur d'espoir à observer, mais aujourd'hui, la documentation dans le monde du software est catastrophique de mon point de vue. On va avoir des équipes multifonctionnelles des deux côtés. Pour moi, c'est pas mal. Je vous invite, et je crois dans le créneau juste après, il y a une conférence sur les équipes et sur ces équipes un peu plus, ce qu'on appelle le reteaming. Pour autant, là, moi, j'ai apprécié voir ces équipes multifonctionnelles. La différence, c'est que j'ai vu très peu d'équipes dédiées dans le monde hardware. Comme il y a une vision très waterfall, pour moi, dans le monde hardware, on doit essayer d'engager les équipes de manière un peu plus dédiée. Les équipes software arrivent à le faire un peu plus, de mon point de vue. Le leadership et la culture, c'est un peu mon dada, mais la réalité, c'est que vous aurez la culture que vous méritez. C'est-à-dire que tout est basé sur les comportements. J'ai failli en parler un peu plus tôt. Mais quand vous avez une équipe de leadership qui, finalement, n'embrasse pas ces valeurs qu'on a dans l'agilité, ne vous attendez pas à trouver de l'agilité, que ce soit dans le monde du software et du hardware. J'ai vu des organisations software excellentes avec des leaders incroyables. J'ai vu la même chose du côté hardware. Le Lean, je vais en parler très rapidement, mais très rapidement, limite j'ai honte. Mais la réalité, c'est que le Lean et l'agilité, pour moi, c'est un domaine. Là, je lis des livres de 1970 en ce moment, qui sont tout jaunes et tout. Et franchement, il y a plein de trucs qui sont exactement dans le ton dont on a besoin aujourd'hui. C'est pareil avec le design thinking. On parle de business agility aujourd'hui. Pour moi, dans le monde du hardware, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour du design thinking, beaucoup moins dans le monde du software. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'opportunité de pratiquer un sprint. C'est vraiment quelque chose de hyper riche qu'on devrait encore plus mettre dans les environnements software. Pourtant, c'est pas tout récent.
ça date un peu maintenant, mais en tout cas c'est très très riche. Investissez dans la connaissance du problème avant d'investir dans la solution. Julien en parlait un peu ce matin, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose d'extrêmement prégnant, beaucoup plus présent dans les mondes hardware que j'ai pu suivre. Une histoire très rapidement, c'est un projet que j'ai accompagné chez Schneider, comme vous pouvez voir, c'est pour réfrigérer. Okay. À la base, c'était fait avec des équipes en mode waterfall. Il y a une équipe marketing qui avait commencé à travailler dessus. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit bon, on va tenter ça en agile parce qu'on n'est pas sûr d'atteindre les objectifs. C'est une manière de commencer. On a mis en place Scrum. Les équipes n'étaient pas dédiées, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient 25% de leur temps sur le projet, d'autres qui étaient un peu moins. Et puis progressivement, on a sensibilisé le leadership là-dessus. Et puis finalement, ils ont embarqué les choses. Ils ont réussi à faire une chose que je vous invite à faire si vous êtes dans un environnement hardware, mais faites-le aussi. Et là, j'accompagne un autre projet dans cette dynamique-là. Embarquez vos fournisseurs dans vos dynamiques agiles. Là, on a travaillé avec un fournisseur, un nouveau fournisseur. On a travaillé sur un élément hyper important, c'est le contrat. Si votre contrat n'est pas agile, eh ben finalement, ce sera très difficile d'implémenter une agilité au-delà d'une collaboration un petit peu meilleure. Ce qui a péché, c'est certainement la gestion du backlog, puisque j'ai eu beaucoup de mal à embarquer le product owner, qui avait une vision très ancienne, on va dire ça, et qui ne souhaitait pas faire de discovery. Donc heureusement, on a un peu, avec l'équipe projet, chanté les choses et on a pu le faire. Ça a été un vrai bel exercice, encore une fois, du design à l'industrialisation, avec des fournisseurs un peu différents. Encore une fois, on ne peut pas du tout l'aborder de la même manière que dans un développement logiciel, puisqu'on n'est pas sur le même rythme. Moi, en conclusion, juste vous dire quelques petites choses qui vont vous sembler complètement peut-être terre à terre, mais quand vous abordez une agilité, mettez-vous en place un vocabulaire commun. Moi, quand j'avais des équipes hardware-software, elles ne se parlaient pas juste parce qu'elles ne parlaient pas la même langue. On parlait d'intelligence ce matin, moi je parle souvent d'intelligence culturelle. Travaillez l'intelligence culturelle. Humilité et pragmatisme, si vous accompagnez, arrêtez d'arriver avec vos modèles préconçus. J'avais été formé il y a quelques années par un gourou de l'agile au Canada, et il nous disait arrêtez de mettre votre agenda au service de l'agenda de votre client ou de votre utilisateur. Suivez l'agenda de ce qu'il peut faire. Soyez humble et pragmatique par rapport à ce qui est fait et ce qu'il faudrait faire. Investissez sur les humains. C'est bête, mais la réalité, c'est si vous êtes entouré des bonnes personnes, que leurs interactions sont saines, ils trouveront les leviers de développer de manière agile. Allez creuser du côté de Joe Justice, je vous ai mis un petit QR code, je vous mettrai à dispo les choses, mais il parle pas mal sur l'agilité for hardware. Alors, pour info, juste pour la petite blagounette, en fin de session, je viens d'apprendre que la nouvelle version de Safe qui va arriver va mettre en place Agile for Hardware. C'est magnifique. C'est du business, hein. Il faut être là où il faut être. Allez plus sur une agilité, plus que des méthodes agiles. Moi, je reste un énorme fan de Heart of Agile, de Alistair Cockburn ou de Modern Agile, qui viennent sur des choses très simples, en fait, les process, les outils. Et ça m'a amené, j'en ai parlé à Agile Tournant de la semaine dernière, j'en parlerai à Agile Grenoble la semaine prochaine. Là, il y a la Business Agility en utilisant les Flight Levels. Les Flight Levels qui permettent réellement d'amener des choses, mais très très fines, et qui ne viennent pas dire aux équipes comment elles doivent travailler, mais beaucoup plus comment elles doivent avoir une exigence de qualité d'interaction entre elles. Le Lean et de l'Agile au service de l'organisation. Demain, il y a Céline qui est là. Allez voir Céline, il y a beaucoup d'interactions qui font de plus en plus. Le Lean revient dans le monde du software et c'est très bien. Demain, il y a une conférence, donc Scrum Master Anti-Gaspi, booster votre efficacité avec le Lean. Donc Céline va vous présenter tout ça demain, je la laisserai vous en parler. Il y a une autre conférence, j'ai beaucoup apprécié Agile en scène sur l'OBEA, si ça vous dit. Et il parle notamment comment chez Toyota, c'est Toyota, ouais, je crois. Ils ont réduit vraiment leur lead time en mettant en place des OBEA. Jean-Philippe, qui est un expert Lean en France, on a cette chance-là. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'il vous raconte. Donc voilà, avec l'équipe Cocan, j'en finis là.
presque à l'heure, je crois. J'en finis là. Agilité, agile, software ou hardware, finalement, peu importe software, hardware, ce qu'il faut, c'est de garder votre curiosité. Je vous souhaite un très bon Agile Tour 2024.